moi je pense quand même que, ouais, on disait tout à l'heure, les gens, pour les motiver, pour faire bouger, etc., etc., moi je pense que les gens, on leur vend du rêve et ils n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc ça reste du rêve. Donc qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on a un rêve, on arrive à vivre en disant un jour je l'aurai. C'est un peu comme la pub, un jour je l'aurai. Le rêve qu'on vend, c'est un petit peu comme aujourd'hui les gamins quand ils bouffent, tout ce qu'ils bouffent leur met du ketchup. C'est pareil. Là on met du ketchup partout, quoi. Je veux dire, on vend du rêve. Je veux dire, tout est uniformisé et les gens ils peuvent avoir accès à ça, ils pourraient, on essaie de leur vendre ça, mais ils ne pourront jamais se l'offrir, ou ils l'ont à crédit, donc ils vont se saigner pour avoir ça, mais ils n'en ont pas forcément besoin, mais on leur donne la possibilité de l'avoir, donc ils vont le faire. Donc finalement, ils passent à côté de l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on doit le poisson. Ils sont lobotomisés par le système de consommation. Le système de consommation, c'est pas un mauvais système, parce que ça fait vivre les gens, on est d'accord, sauf que s'il est mal utilisé, et là, il n'est pas bien utilisé parce que j'ai croisé hier dans un garage, c'était drôle, un Sénégalais qui était avec son fourgon. Il est basé en Italie, donc plaque italienne, il était en panne, donc il était au garage. Et en fait, il a des containers, il vient en France, il fait toutes les déchetteries. Et il ramasse tout ce qui peut être récupéré dans les déchetteries. Il fait des containers, il fait des containers en Italie, ça part sur les bateaux, ça repart au Sénégal. Je veux dire, nous on est capable de rien, on est capable d'acheter et de bazarder derrière. Et on nous vend du rêve, on nous dit que oui, on a le meilleur des mondes. C'est aussi la responsabilité d'une technique qui permet à l'industriel de continuer de vendre ses camelotes. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, où les produits sont volontairement impossibles à réparer pour qu'ils puissent continuer de vendre. Ouais, mais ce que je veux dire par, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu les gens, tant qu'on leur vend ce rêve, tant qu'on leur permet d'avoir accès ou on vend le rêve ou d'avoir accès à certaines choses, que ce soit par rêve ou où ils peuvent effectivement accéder à ce rêve, je veux dire, ils ne pensent pas au reste. Je veux dire, aujourd'hui, vous demandez à un jeune de 25 ans qu'est-ce qui va se passer pour ta retraite. Il ne saura pas vous répondre. Même les organismes qui vont vous distribuer la retraite dans 40 ans, ils ne peuvent pas vous la calculer de toute façon. Aujourd'hui, ils sont bien mal à l'aise pour vous dire ce que vous allez toucher. Sauf que c'est quand même important. Sauf que si demain, on vous dit, maintenant, puisqu'il y a la fin du monopole de la sécurité sociale, il va falloir vous assurer, comme dans certains pays, dans le privé, et puis votre retraite, vous allez vous la bâtir. Vous allez être responsable, vous allez prendre une assurance vie qui va vous faire office de retraite. Vous allez y réfléchir tout de suite quand même. Dire, tiens, je vais foutre 150 €, 200 € tous les mois de côté, et dire, c'est ma retraite. C'est mon capital. Il y a quand même le risque que cette retraite par capitalisation soit l'objet d'une prédation financière qui a une grande possibilité d'être détournée par des banques qui ont un sérieux problème depuis 2008. Ça, justement, c'est à nous de nous responsabiliser pour que ça soit pas comme ça. Je veux dire, il y a des règles aussi. Je veux dire, les règles, si les banques le font, s'il y a des pays qui l'autorisent, c'est qu'il y a des parlementaires ou des politiciens qui l'autorisent. Si ces gens corrompus, vous les virez et que vous mettez des gens à la place, des gens responsables, et c'est les peuples qui votent les lois, ils vont dire non, ça ne peut pas toucher. C'est intouchable. Parce qu'aujourd'hui, même les retraites qui sont faites avec le système par répartition, est-ce qu'on vous la garantit? Il n'est même plus garanti celui-là. Alors ça me fait bien marrer. Je veux dire, on peut me dire, tiens, parce que là aujourd'hui vous allez voir une banque, moi je l'ai fait pour mes employés, j'ai été voir, et la banque elle vous le garantit, c'est un placement sans risque, c'est garanti, c'est collé, machin comme ça. Ah, peut-être que dans 3 ans ils vont vous dire, non, c'était garanti, mais ils vont le bouffer. Peut-être. Mais il suffit de faire des lois, de dire non, cet argent, on ne doit pas le toucher. Parce que c'est aussi un système de mutualisation. L'argent que vous posez là, il va servir à celui qui est parti à la retraite avant. C'est normal, c'est la même chose. À la différence du système par répartition, c'est que c'est votre capital à vous. Que si vous mourrez avant l'âge de la retraite, c'est votre capital, vous l'avez mis, c'est une assurance vie. D'accord? Que là, le système actuel par répartition, on vous dit toujours qu'il est en train de s'écrouler, etc., ce qui est certainement vrai, sauf que tous les gens qui sont morts avant de toucher la retraite, le pognon, il est où? Allez expliquer ça au gars qui a cotisé pendant 40 ans et puis il prend un an, au bout d'un an, il était célibataire et au bout d'un an de retraite, il casse sa pipe. Il est où le pognon? Ah oui, il a cotisé pour les autres d'avant. D'accord, je veux bien. Là, ça serait intéressant d'écouter une des conférences de Bernard Friot qui explique justement cet aspect-là.
qu'en fait on met pas de l'argent dans un congèle en attendant le jour où on va le toucher. En fait, c'est une ponction qui a été réalisée quelque part et en temps réel. C'est un crédit, ça a été un crédit de base. C'est-à-dire qu'on a commencé le système avec des gens qui n'avaient jamais cotisé, donc il y avait forcément un décalage, donc c'est un crédit quelque part. C'est les autres qui font un crédit à l'autre. Et puis chaque fois, c'est le trou, on fait un trou pour reboucher l'autre, etc. Il faut bien rétablir un jour, il faut bien niveler ce truc-là un jour, dire stop, on arrête. Je veux dire, le système par répartition, c'est plus bon. Je veux dire. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui bossent et il y a de plus en plus de retraités. Donc c'est déséquilibré. Donc il faut faire autrement. Alors oui, rétablir comment? Vous allez me dire comment? Ah ben avec l'argent de l'État, l'argent de l'État c'est nous. Ok, d'accord. Ah oui, il n'y a qu'à prendre là où on en gaspille. Ça c'est la solidarité pour remettre les choses à plat. Ça c'est possible, hein. Bien sûr. Qu'est-ce que ça implique dans le cas où justement nos chers politiciens, je dis nos entre guillemets, politiciens sont en fait rémunérés d'une manière indirecte mais tout à fait substantielle par le système bancaire? Est-ce que finalement la solution qui est effectivement de changer d'individu qui pilote la destinée du pays ne serait qu'une petite étape finalement dans le fait de retrouver la souveraineté du pays? Alors je vais vous répondre par un truc parce que c'est un truc qui me chicane à chaque fois parce que je suis comme tout le monde, hein, je les regarde quand même s'ils me font dégueuler, les politiciens. Chaque fois qu'on a des politiciens qui sont interviewés par des journalistes, ils ont réponse à tout. Et moi je suis sous le cul quand même, je dis putain le mec il était prof d'histoire, il était avocat, je sais pas quoi, puis d'un seul coup il est ministre de je sais pas quoi, ou parlementaire, je sais pas quoi. Il a la réponse à tout. Alors effectivement, les questions sont préparées, les réponses sont préparées, etc. Et puis nous derrière on nous prend pour des cons. Ok, d'accord. Là, vous me posez une question, je vais te dire un truc, j'ai rien compris. D'accord? C'est pas que j'ai rien compris, mais je veux dire par là, je vais celui qui a rien compris. Puis je vais répondre, à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Non, je vais pas répondre à côté de la plaque, je suis pas calé pour ça. Donc je peux pas répondre, je veux pas répondre bêtement. Non mais je veux dire, non mais c'est un truc important. C'est un truc important à dire parce que ça aussi c'est un mensonge. C'est un mensonge chaque fois qu'un politicien est interviewé, chaque fois ils ont les réponses. Et les gens ils sont comme ça. Ils ont la bouche ouverte, on prend ça pour argent comptant, on est soulagé, ça va mieux, on a la réponse. Oh putain, on a eu chaud, hein, dis donc, tu te rends compte? Et tu te rends compte s'il n'a pas eu la réponse? Ah non, le problème c'est ça, c'est que les mecs ils n'ont pas la réponse. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas la réponse? Parce que s'ils avaient la réponse, depuis 40 ans, on ne serait pas dans la merde. C'est gros problème. Alors moi, je veux bien répondre à des questions, c'est vrai, il y a des trucs, j'ai des sentiments sur certaines choses, je peux avoir des solutions, etc. Par exemple, sur les parlementaires, on va dire l'argent, des indemnités, etc. Je veux dire, un parlementaire, pour moi, qui touche, je crois que des indemnités d'un parlementaire, ça tourne autour de 10 000 ou 11 000 euros, un truc comme ça, en 2 indemnités, je crois, un truc comme ça. Dans la charte du Parti de Rien, il est dit que dedans, sur ce truc-là, il prend pour faire sa retraite, il paye son assurance, c'est pas encore à côté. Parce qu'aujourd'hui, un parlementaire, il faut quand même savoir que 2 mandats, 2 fois 5 ans, c'est 4 500 euros par mois à la retraite. Je veux dire, putain, non, mais les régimes spéciaux. Pour cette histoire de comment ils sont payés par les banques, etc., c'est la parenthèse. Ça, je le sais. Le reste, je sais, j'irai pas me mouiller sur des réponses. Voilà, c'est un petit peu comme l'histoire du programme du Parti de Rien. Il n'y a pas de programme. Il y a une structure pour pouvoir faire un programme. C'est pas pareil. C'est totalement différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je suis incapable de répondre sur certains sujets, mais je veux dire, je veux pas pourquoi j'irais embrouiller les gens qui vont regarder ça en disant bah oui tiens vous avez putain bon il a dit ça, tu te rends compte il a dit ça. Non, j'ai rien dit. Je suis comme tout le monde. Je veux dire, les choses sont à faire, les choses sont à voir. Il faut qu'on ait la possibilité de le faire. Il faut qu'on ait accès à la vérité. Une fois qu'on a la vérité, on peut agir. On peut pas agir avant de savoir. Je veux dire, si on commence à dire ah bon on va faire comme ça. Et pourquoi? Ah ben je sais pas, moi dès qu'il va le faire comme ça. Bah non, c'est débile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, hein, là, comme ça. Je veux dire, il faut être clair. Je veux dire, parce que les politiciens, ils ont tous la langue de bois, ils savent tout bien, c'est bien, mais on est dans la merde depuis 40 ans. Enfin, de pire en pire. Et je viens de repenser là à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la médiatisation, ouais.
partis alternatifs ou des mouvements alternatifs, hein, des collectifs, peu importe comment on appelle ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que vraiment tout... Parce qu'il y a plein de solutions. On a tendance à souvent la répéter, cette phrase avec Tom. Il y a un paquet de solutions. Pour un seul problème. Pour un seul problème. Et ce qu'il faut, c'est vraiment que toutes ces solutions. Alors après, il ne faut pas dire c'est celle-là qu'on va faire ou celle-là ou non. Il y a tout ça, c'est possible. Et après, on décidera laquelle on fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse vraiment se faire entendre ou vraiment développer cette information? Il faut saisir un journal télévisé, il faut... Ouais, saisir par la force, je veux dire. Ouais, non, mais j'y ai pensé aussi. Ouais. Des fois, on a l'impression que c'est... Je crois que c'est aussi bien gardé que l'Assemblée. Hein. Ouais. Bah oui, forcément, je veux dire, c'est leur parole là-bas, c'est pas la nôtre. Les télévisions, les chaînes nationales, c'est leur parole, puis même aller choper les autres. Moi, j'ai pensé à un moment donné, comme je suis à côté de la Suisse, je pense qu'on peut avoir accès à l'intérieur par l'extérieur, c'est-à-dire avec des chaînes étrangères, un truc comme ça. Mais je pense que votre approche déjà de faire des vidéos comme ça, etc., c'est déjà la bonne solution, c'est déjà un bon pas, parce que ça, on peut balancer ça sur YouTube, on peut balancer partout, ça va être vu, c'est important. La deuxième fois que je suis monté à Paris avec Kemelin, justement, ça a été vu 4 300 000 fois, le truc. Alors, donc ça veut dire que c'est énorme, c'est juste un camion qui est... On n'a pas les mêmes réseaux que tous les francs-maçons. Ouais. Nous, on n'a pas ce nombre de vues, mais peu importe, mais je veux dire, ça veut dire que les gens s'y intéressent quand même. C'est-à-dire qu'il y a C'est pour ça qu'il faut un support vidéo comme celui qu'on est en train de tourner en ce moment, pour que les gens qui ont entendu parler ou qui ont vu cette petite séquence vidéo qui était audacieuse se disent j'ai envie d'aller plus loin, surtout en ce moment parce que ça commence à me chauffer vraiment, et de se dire c'est quoi, il faut quelque chose à manger, tu vois, à sa conscience. J'en suis persuadé. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre en vidéo ce que les activités, les gens et ceux qui sont susceptibles de représenter quand même le fer de lance de la contestation, de la dissidence en général. Ça, j'en suis persuadé. Ce qu'on est en train de faire, c'est très bon. C'est très bon. Après, il faut bombarder, quoi. Il faut bombarder un maximum. Et puis, jusqu'au moment où je pense, où de toute façon, il va y avoir, forcément à un moment donné, il va y avoir il y aura un intérêt. Il y en a un intérêt pour une chaîne un peu plus nationale, enfin une chaîne un peu plus... c'est déjà le cas. C'est déjà bien. Donc ça c'est intéressant. Parce que c'est pas possible qu'il reste qu'il y ait certains journalistes qui restent en marge de tout ça. Je veux dire, la plupart sont déplanqués, ils ont des niches fiscales, ils n'ont pas les mêmes impositions, etc., etc. Ils marchent avec le gouvernement. Ok, d'accord. Mais il y en a, je pense, qui essayent de faire un boulot propre quand même. Alors ils se font taper sur les doigts, c'est pas facile, ils essayent d'un petit peu de naviguer entre les cailloux. Ok, d'accord. Mais je pense que c'est possible. Je pense que tout est possible. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas qu'on ne pourra pas y arriver ou y arriver. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire quelque chose. Et puis la peur n'évite pas le danger non plus. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il faut foncer. Et pour en revenir au 14 juillet, c'est pareil. Je veux dire, quelque part, il y a 10 000 questions qu'on peut se poser, c'est vrai. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment on va faire plus tard si on fait rien? C'est surtout ça. Moi, j'ai des enfants, je suis déjà grand-père, j'ai 2 petites filles. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur laisser comme monde? Je veux dire, j'ai pas le droit de leur laisser ça. Moi, j'ai mes grands-parents qui se sont battus pour que nous, on soit assis sur le banc aujourd'hui en train de regarder passer les jolies filles en vélo, j'en sais rien. Je veux dire, mais bonjour madame. mais je veux dire, non mais c'est une parenthèse. Mais je veux dire, si on n'a pas cette continuité dans l'esprit, mais qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, on est des merdes, franchement. C'est ça qu'il faut que les gens se disent un petit peu, il faut qu'ils se bottent le cul. Je veux dire, on n'a rien sans rien. Je veux dire, tous les acquis qu'on a aujourd'hui, c'est pas nous qui les avons fait, c'est ceux qui sont nés avant nous, qui se sont battus, qui nous ont forgé ces acquis-là. Alors par contre, il y a une génération ou deux qui ont laissé couler ça. La génération de mes parents, par exemple,
après-guerre, tout ça, c'était bien. Je veux dire, bon, on est resté dans cette dynamique là, tranquille, là, comme ça. On s'est dit, bon, on se pose pas de questions. Il y a eu mai 68, on a eu chaud en mai 68. Il s'est passé pas grand-chose en mai 68. On a arraché 2-3 pavés, ils ont cramé 2-3 voitures. On en a cramé beaucoup plus depuis des voitures. Et puis, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Hein, puis pour des raisons complètement burlesques, mais bon. Et voilà, en fait c'est ça. On a laissé, je parlais de dérive tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est une dérive. Et il va falloir un petit peu. C'est ce qui arrive quand il n'y a pas de contrôle de toute façon. Hein. Quand il n'y a pas de limite, il y a du contrôle. On pousse toujours un peu plus mais loin. Mais c'est pas les bonnes personnes qui ont le contrôle, c'est ça le problème. Mais tout à l'heure tu disais, ouais, ta crainte ce serait justement de ne rien faire. Tu vois, moi j'ai pas la même crainte. Je me dis que forcément il y aura quelque chose à faire. Parce qu'on a tendance à trop entendre que c'est le dernier moment pour agir, parce qu'après il y aura le TAFTA, il y aura le TISA, il y aura les OGM, tout ça sera implanté. Bien sûr ce sera implanté, mais ce que je veux dire c'est que l'Union Européenne, moi je considère que c'est un peu comme l'URSS, hein, c'est une entité là supranationale qui dicte au pays ce qu'il faut faire. On les a pas élus, on n'en a pas voulu. On nous l'impose, donc je considère que c'est un peu comme l'URSS. L'URSS, ça s'est effondré. Donc l'Union Européenne, ça s'effondrera. C'est obligatoire. Pour moi, il y a la Grèce qui pousse, qui commence à pousser la porte de sortie. Parce qu'ils l'ont construite n'importe comment. Alors évidemment que ça ne peut pas marcher comme ça, c'est évident. Mais ça a été fabriqué de cette manière-là, sciemment, pour que ça s'effondre, pour qu'il y ait un appauvrissement général des pays européens. La Grèce, les comptes de la Grèce ont été trafiqués. Par Goldman Sachs. Si les comptes n'avaient pas été trafiqués, la Grèce n'aurait jamais pu intégrer l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, quand tous les pays européens, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays qui étaient soi-disant un peu plus riches, ont commencé à prêter de l'argent qu'ils savaient pertinemment qu'on n'allait jamais retrouver, on en arrive à la situation aujourd'hui. Et on sent qu'il y a des manifestations en Espagne, on le sent pas, on le voit. Il y a des manifestations en Espagne. On le voit sur le net parce qu'ailleurs. Sur Internet, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il faut pas dire que ça chauffe. Il faut que les gens dorment. Il faut que les gens dorment. Ouais. Si les gens commencent à bouillir de l'intérieur, s'il y a un élan général, ça va pas du tout. Mais il y a des choses qui se passent en Espagne, il y a des choses qui se passent en Allemagne. Moi, je sais pas pourquoi. Plus le temps passe et plus je me dis que ça va pas être en France. C'est pas en France que ça va démarrer. Mais ça a déjà démarré ailleurs. Faut pas croire. L'Espagne, ça fait déjà un moment ça chauffe beaucoup plus que chez nous. Alors après, la Grèce, ça a chauffé, ça s'est calmé, mais ça va rechauffer aussi parce que l'autre, il va pas réussir de toute façon à faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il voulait faire de toute façon. Il voulait changer l'Europe. Tu vois, Syriza a jamais clairement dit sortir de l'Europe. Non, il voulait changer l'Europe. Mais le problème, c'est que c'est pas dans l'intérêt des Allemands et de ceux qui ont fabriqué l'Union Européenne telle qu'elle est conçue de la changer. Ah non, pour eux, elle est très bien comme ça. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais justement du TAFTA, des OGM, etc. Ben justement, les OGM, c'est aussi un point. C'est tout lié à l'Europe et tout le reste, au lobbying et compagnie. Les OGM, on en parle comme ça, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas de quoi on parle. OGM, c'est quoi? Organisme génétiquement modifié. D'accord? Je peux t'en parler maintenant parce que je suis intolérant au gluten. J'ai développé ça pour X raison, enfin bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blé, je suis intolérant à tout ce qui est à base de blé. Enfin, le gluten qui est essentiellement dans le blé. Ce n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que si je mange du pain qui est au sarrasin, qui est un ancien blé, j'ai pas de problème. Parce que le blé est un OGM. Mais ça fait des décennies que c'est un OGM, qu'on modifie génétiquement ces organismes. Et on nous parle des OGM maintenant comme si on découvrait... Mais c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'ils sont intolérants au gluten. On rend les gens malades, ils ont des maladies d'intestin, etc., d'un tas de trucs, parce qu'ils sont intolérants au gluten. Oui, mais... Parce que ça nous change. Peut-être même que ça nous embrume l'esprit, j'en sais rien. Mais on n'a pas la vérité là-dessus. Ce que je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance à plus parler d'OGM, tout ça, parce qu'on voit ce qui se passe en Ukraine. Et l'Ukraine va servir de terre, va vraiment servir de terre pour justement développer les OGM à l'intérieur de l'Europe. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un élan à ce sujet, c'est parce que, comme on le dit, de toute façon, on sait que ça sent la merde, mais dès qu'on la voit,
on a tendance. Dès qu'on l'a sous le nez, elle nous plaît beaucoup moins, ouais, c'est voilà. sûr. Tant qu'elle est chez les autres, elle gêne moins. Tiens, on la regarde, nos informations, on peut la regarder en bouffant, c'est pas gênant. C'est vrai. Et ça, c'est le propre de l'être humain. C'est... L'indifférence. Ouais. Et c'est ce qu'il faut arriver à réveiller chez les gens, je veux dire, parce que ce qui est aujourd'hui loin de chez vous peut demain être à votre porte. C'est ça le problème. C'est que les gens ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients, je veux dire, pour moi, ils sont lobotomisés, je veux dire. On est dans un système où on réfléchit. Allez expliquer aux gens qu'il y a tout ça à faire, tout ça à voir. Quand vous les voyez, quand je suis monté à Paris, je dis putain, moi j'habite à la campagne quand même. Je suis à 20 km de Genève. Et Genève, c'est une petite ville, donc il y a la campagne très vite à côté, quoi. Quand je suis arrivé à Paris avec mon camion, parce que j'ai déjà été à Paris, mais j'y vais en train, comme ça, on arrive au cœur de Paris, mais là, ils disent ce matin ça va, il n'y a pas beaucoup de circulation, pas beaucoup de bouchons, il n'y a que 200 et quelques kilomètres de bouchons autour de Paris. Putain, j'étais comment avec les gens, c'est pas leur souci que ça soit les OGM, le machin, truc comme ça. Et ils ont 1h30 de route pour aller bosser pour un boulot qui leur plaît pas forcément, qui est payé à coups de lance-pierre pour arriver à vivre, pour se payer son petit portable et payer son loyer, et puis peut-être une semaine de vacances au ski dans l'hiver, et basta. C'est triste, quoi, je veux dire. C'est ça que je parlais de rêve tout à l'heure, on leur vend du rêve, c'est toujours du rêve, mais le quotidien, c'est pas le rêve, quoi. Non, le quotidien, c'est pas le rêve. Je veux dire, alors, les gens... Mais le problème, c'est enfin, pour moi, hein, quand tu parles de rêve, c'est sûr que c'est un problème. Mais ce qui est surtout le problème, c'est que c'est pas un bon rêve. On va rêver qu'on a beaucoup d'argent, on va rêver... c'est pas l'argent. Oh, si, oui, mais il y en a qui rêvent d'avoir beaucoup. C'est lié au statut social. Oui, mais qui t'apporte une qualité de vie. Je veux dire, que tu aies beaucoup Oui. ou pas beaucoup d'argent, le Alors. problème c'est quoi? C'est de travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Parce que tu as des gens qui ont toujours été modestes, qui peuvent vivre avec pas beaucoup, mais ils ont une qualité de vie qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que leur centre d'intérêt n'est pas forcément le même que celui qui est à côté, qui a beaucoup d'argent. Je veux dire, il y a des gens qui disent se promener, marcher dans les bois, ça coûte pas grand chose et je suis content de pouvoir le faire. Mais parce que j'ai ma voiture pour me déplacer là-bas et puis parce que j'ai le temps de le faire, etc. parce que mon boulot me permet. Et voilà, ou alors faire un sport, quel qu'il soit. Je veux dire, c'est ça la qualité de vie. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils ont plus de qualité de vie. Non, je veux dire, ils sont aigris, ils sont... On a oublié, ou on nous a fait oublier. Bon, il y a beaucoup de loisirs quand même. Les gens aujourd'hui, on a développé le loisir à outrance. Ah bah, Je veux dire, et heureusement. Et ça fait partie de cette part de rêve aussi, quelque part. Mais justement, on a tendance à dire aux gens, attendez, estimez-vous heureux, vous pouvez encore faire ça. Ah, moi je fais du tennis, moi je fais du ceci, je fais du cela, je fais du cheval, je fais du machin. Justement, on les pousse. Donc fermez vos gueules. On les pousse à faire ça. Voilà, quelqu'un qui s'amuse. Ça, c'est encore pour les privilégiés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même plus financer ce genre d'activité. Hein. Même pas pour eux-mêmes d'ailleurs, mais c'est aussi surtout pour leurs enfants. Ouais. Quand il y a des gens qui peuvent même plus, ou pratiquement plus payer la cantine scolaire. Oui, alors de ça leurs c'est enfants. des trucs, voilà, mais ça, nous on connaît pas forcément. Je veux dire, moi où j'habite dans le pays de Gex, c'est un peu différent, quoique non, ceux qui travaillent sur France sont emmerdés aussi de la même manière. Quoi. Je veux dire, pas que ceux qui travaillent sur Suisse. Hein. Mais c'est vrai le problème c'est qu'on s'intéresse pas assez aux autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je veux dire, voilà, la cage d'escalier, le machin, il faut pouvoir communiquer les gens. Comment voulez-vous qu'on fasse des connexions pour dire motiver les gens en leur disant faut qu'on se bouge parce que ça va pas, si déjà on connaît même pas leurs problèmes. C'est pas possible. Ça c'est la base, non? Complètement. Ah, mais c'est le. Pour ma part, hein, je pense qu'ils ont fait en sorte que la vie soit très compliquée, très difficile. Donc il faut se défoncer au travail. Occuper les esprits pour pas qu'il y ait de la contestation, pas de place pour la contestation. Ouais. Donc, Soyez des fourmis, travaillez, fermez-la. Faites ce que je dis, ne faites pas comme je fais moi, parce que de toute façon... Ah bah vous serez hors la loi. Ouais.